Bonsoir à tous et à toutes. Je me présente Aïché Baris, présidente de l'association Centre culturel franco-turc d'Aulnay-sous-Bois, Sevran et Villepinte. Je suis présidente de l'association depuis 12 ans avec une équipe de 16 femmes de différentes nationalités. Mais bien sûr, cela ne veut pas dire qu'on est fermé aux hommes. Vous êtes aussi les bienvenus, messieurs, si vous voulez nous rejoindre au sein de l'équipe. À côté de ça, je travaille à la mairie de Sevran. Pour revenir à l'association, donc je vais un peu vous parler des activités de l'association. Donc, on met en place des cours de français pour les femmes, les cours turcs en direction des enfants, de CE1 jusqu'à CM2. On a le sport pour les jeunes, donc le foot notamment. On a aussi le Halal Fitness en direction des femmes. Euh, on, or- on organise des séjours culturels. Ça peut être dans le monde. Voilà, voilà, on a fait des voyages en Turquie, en Italie, en Allemagne. Donc, on a fait plusieurs voyages dans différents pays. Et à côté de ça, donc, on a mis en place depuis le confinement pas mal d'actions parce que voilà, il y avait besoin de mettre des choses en place. Exemple, on a mis en place l'action donc de venir en aide aux familles qui sont dans le besoin, que ce soit alimentaire, hygiène, procurer aussi des masques à toutes les familles. Jusqu'à présent, nous avons touché 80 familles de toutes nationalités, sans distinction. Et donc, nous souhaitons continuer cette action. Et pendant ce confinement, on s'est rendu compte aussi, parce que nous organisons des conférences. Notre dernière conférence était encore sur les violences en direction des femmes le 25 novembre. Mais on s'est rendu compte que le chiffre avait vraiment augmenté et qu'il y avait besoin de mettre en place encore cette conférence. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, on met en place ce live sur Facebook pour pouvoir toucher énormément de personnes. Et je voudrais justement remercier donc nos intervenants et aussi donc Fatih qui nous a énormément aidé pour le logiciel et Zoom et l'installation et tout, parce que c'était pas du tout évident. Et d'ailleurs, je pense que vous avez dû le remarquer hier soir avec des directs qui ont été supprimés. Oui, on n'a pas l'habitude, donc on essaye de changer voilà, nos habitudes. C'est vrai que c'est pas du tout évident. Moi, je voudrais donc laisser la parole à donc déjà nos intervenants. Nous avons donc Ekrem Albayrak qui est policier, Selçuk Demir avocat, Dilek Yaman qui est psychologue, et nous avons une personne aussi qui est derrière, qui est aussi avec nous, donc Fatih qui est avec nous. Merci encore Fatih. Et donc je laisse la parole à Dilek. Juste avant de laisser la parole à Dilek, je viens de me souvenir, juste vous annoncer que la semaine prochaine, samedi, à la même heure, nous avons un autre direct sur la page de l'association. C'est avec le docteur Amran qui va nous parler du Covid-19. Donc, rendez-vous encore la semaine prochaine à 19h samedi. Donc, je laisse la parole à Dilek Yaman, notre psychologue. Merci, Acheval. Alors, dans un premier temps, je vais me présenter. Donc, bonjour à tous et à toutes. Dilek Yaman, psychologue clinicienne. Je travaille en libéral dans un centre médical qui se situe à Goussainville, dans le Val d'Oise. Je prends en charge les enfants, les adolescents, les adultes, les thérapies de couple et les thérapies familiales. Donc, ce soir, on va effectivement parler des violences pendant le confinement. Donc, comme vous le savez, depuis la mise en place du confinement, le 17 mars 2020 exactement, en raison de l'épidémie de coronavirus, le nombre d'actes violents à l'égard des femmes, mais il y a aussi des enfants qui sont en augmentation. Donc, sans oublier qu'il y a aussi une minorité d'hommes qui est aussi touchée. Donc, malheureusement, des données alarmantes nous viennent des 4 coins du monde. Donc, en France, le gouvernement signale une hausse de 30% du nombre de signalements et de plaintes pour violences intrafamiliales et conjugales depuis plus d'un mois. Donc, comme vous le savez, chez les auteurs de violences au sein du foyer, le confinement suscite une angoisse, un stress, une tension
qui accroît les fragilités psychologiques ou les pathologies et risque de conduire malheureusement au passage à l'acte. Donc les addictions, par exemple, comme l'alcool, mais sont aussi difficiles à gérer dans le contexte actuel et augmentent ce risque. Donc, alors, il faut savoir que malheureusement, la violence a toujours à voir avec l'espace. Donc, quand la proximité avec l'autre, donc quand il y a la proximité avec l'autre, le fait en fait de ne pas pouvoir sortir pour extérioriser renforce le sentiment d'être enfermé et donc les risques. On peut dire que le confinement agit en fait comme un accélérateur, un amplificateur de situations latentes. Mais dans certaines familles, même dans certaines familles sans risque, dans certaines familles où il n'y a pas de risque de violence, des comportements maltraitants peuvent apparaître à cause du confinement, car il n'y a plus de soupape de décompression comme peuvent l'être les sorties, les amis, le sport. Donc, d'ailleurs, ce qui permet d'atténuer la domination des parents, ce sont les différentes sphères dans lesquelles l'enfant peut évoluer. Par exemple, l'école en est une, les sorties, les activités physiques, etc. Donc, plus on multiplie ces sphères de vie, plus on lui offre en fait la possibilité de demander de l'aide à d'autres adultes. Donc, sachant qu'avant le confinement, les enfants pouvaient aller à l'école, au collège, au lycée, à des activités sportives ou bien culturelles, voir ses amis, la famille. Donc, ils avaient un moyen de s'évader, de sortir et surtout l'occasion de ne pas se confronter avec son agresseur. Donc, si vous voulez, malheureusement, le confinement restreint toute la vie de l'enfant à la sphère familiale. Donc, pareil, de même pour les femmes victimes. Avant, elles pouvaient sortir, travailler, faire les courses, faire des activités physiques, sportives, bon, voir des amis, etc. Mais maintenant, elles sont coincées entre quatre murs et ce sont des proies faciles pour leur agresseur. Du coup, elles ne peuvent plus en fait avoir d'espace psychique, donc ça rend la vie très difficile pour ces victimes. Il n'y a plus d'espace psychique pour respirer, pour pouvoir au moins s'évader ou quoi que ce soit. Donc, pardon. Nous allons du coup voir dans un premier temps les différentes formes de violence, mais les plus essentielles, parce que j'aimerais vraiment avoir le temps aussi de parler des conséquences, surtout le trauma qui est pour moi très important. Donc, dans un premier temps, je vais donner la définition de la violence intrafamiliale. Donc, c'est toute forme de violence physique, sexuelle, psychique ou économique entre membres d'une même famille, quel que soit leur âge. Donc, on va commencer par les violences verbales. Alors, les violences verbales, c'est en fait, il peut s'agir de cris, d'insultes, de chantage, de dénigrement, de menaces ou d'injures récurrentes. En fait, elles renforcent et accompagnent fréquemment les autres formes de violence. On peut dire que c'est le plus bas du palier. Donc, par exemple, il va dire arrête, crie moins fort, ce genre de choses en fait. Après, nous avons les violences psychologiques. Bon, ça, c'est important. C'est aussi quand même à la base, juste après les violences verbales. Donc, elle accompagne toutes les autres formes de violence. Elle installe une stratégie d'emprise destinée à dévaloriser la victime, à la priver de toute autonomie et à la convaincre de ses incapacités et de son infériorité par rapport à l'auteur des violences. Donc, en fait, il s'agit d'intimidation, d'humiliation, de dévalorisation, de chantage affectif. Ça peut être de la pression, interdiction de fréquentation amicale et ou familiale. Par exemple, il va dire tu n'es rien sans moi. Si tu parles, je te tue. Si tu parles, personne ne te croira. Tu n'intéresses personne. Ce genre d'intimidation, en fait. Et nous avons malheureusement les violences physiques. Donc, elles peuvent être de tout type. Gifles, bousculades, coups, avec ou sans strangulation, morsure, brûlure, séquestration, et j'en suis sûre qu'il y en a forcément d'autres, malheureusement. Donc, c'est effectivement encore plus grave. Et après, bon, nous avons les violences matérielles. On va dire que ce n'est pas très grave, mais c'est aussi une façon d'intimider. Par exemple, il s'agit de bris d'objets, violence sur objet. Il va s'énerver, il va casser la télé pour vous intimider, par exemple, pour vous faire peur. Donc, on a les violences sexuelles qui est effectivement très, très grave. Donc, pour les femmes, il s'agit du viol conjugal, donc entre époux, conjoints, concubins, partenaires, d'agression, harcèlement sexuel, de pratiques sexuelles imposées sans consentement. Donc, les violences sexuelles aussi contre les enfants sont une grave violation des droits de l'enfant, il faut le savoir. Donc, elles prennent la forme d'abus sexuels, de harcèlement, de viol ou d'exploitation sexuelle dans la prostitution et la pornographie. Alors, malheureusement, il y a aussi beaucoup d'inceste dans les familles. Donc ça, c'est très, très important. Bon, nous avons les violences économiques.
Il s'agit du contrôle des dépenses, des moyens de paiement, de la privée de ses ressources, de l'interdiction de travailler. Et il y a effectivement beaucoup d'autres violences, comme la violence administrative, sociale, le cyberharcèlement, la féminicide. Je ne vais pas trop m'attarder sur tout ça parce que j'aimerais justement vous parler de ce qui est le plus essentiel aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose que je remarque chez les victimes, notamment en général et surtout en ce moment, c'est la hiérarchisation des malheurs. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est que, par exemple, déjà en temps normal, les victimes vont minimiser les faits. Alors, par exemple, si quelqu'un a déjà se fait maltraiter, mais qu'elle ne reçoit pas de coups, elle va dire bah, c'est pas grave, de toute façon, il ne frappe pas. Comme si c'était pas grave déjà qu'elle se fasse insulter ou qu'elle se fasse violenter psychologiquement. Donc, du coup, ce qui se passe surtout avec ce coronavirus, c'est que les personnes, et j'ai aussi des cas comme ça en télétravail, qui me disent, mais madame, les gens, ils meurent à cause du coronavirus. Moi, je ne vais pas aller voir la police, je ne vais pas déranger les gens, je suis quand même chez moi, je suis quand même en sécurité, je suis quand même vivant. Bah, je suis désolée, mais effectivement, vous avez la chance d'être en vie, mais ça ne veut pas dire que les violences tuent aussi, malheureusement, peuvent être très graves. Vous pouvez être blessé gravement et être même handicapé, donc elles ont un risque important de développer de lourdes conséquences psychotraumatiques à long terme. Donc oui, le virus peut tuer des personnes, mais les violences aussi, malheureusement, peuvent tuer des personnes. Donc ça, il faut vraiment le savoir et surtout ne pas prendre à la légère. Donc maintenant, j'aimerais parler, j'espère que je ne vais pas trop vite, parce que je veux aussi laisser le temps à mes autres camarades. Donc du coup, je vais vous parler maintenant de la stratégie de l'agresseur. Alors, ça, c'est important parce que c'est comme ça qu'on peut voir et définir comment l'agresseur essaie de nous avoir. Donc, quelles que soient les formes de violence exercées, la stratégie de l'agresseur présente certaines caractéristiques qu'il faut savoir. Donc, cette stratégie est très efficace pour assurer sa domination sur la victime et s'apparente à une forme de manipulation. Donc, d'ailleurs, même mes collègues vont vous le dire, c'est qu'en général, ce sont des gens manipulateurs, ce sont des gens pervers narcissiques, toxiques qui ont tendance à avoir cette stratégie. Donc, si cette stratégie n'est pas forcément consciente, les actes de l'agresseur restent volontaires et produisent des impacts considérables sur la victime. Alors, donc c'est important de le savoir et on peut le repérer comment? Donc, par les éléments suivants que je vais vous énumérer. Donc, choisir la victime. Donc, en fait, l'agresseur choisit sa victime. L'agresseur est souvent à l'initiative de la relation. Il est particulièrement entreprenant dans le démarrage de la vie, par exemple, conjugale. Donc, même pour son enfant, s'il a 4 enfants, il ne va pas forcément victimiser tout le monde, il va en choisir un. En fait, le plus faible, il sera qui il peut manipuler. Donc, isoler la victime de son entourage amical, professionnel et familial. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça permet à l'agresseur, en fait, progressivement de construire les conditions pour porter sans risque une attaque. Donc, en fait, cet isolement touche également les enfants, les femmes, mais c'est un moyen de garder vraiment, et d'ailleurs, malheureusement, avec le coronavirus, c'est un peu leur chance pour les agresseurs parce que on est malheureusement tous isolés, chacun chez soi, et c'est une très bonne occasion pour avoir sa proie sous sa main. Donc, en fait, il aime isoler de sa famille, de son entourage, pour garder la victime proche de lui et faire d'ailleurs tout ce qu'il a envie de faire par la suite. Donc, de l'agresser, de le violenter. Ensuite, on a dévalorisé la victime. L'agresseur, par des attitudes et propos humiliants, insultants, moqueurs, conduit la victime à la perte de l'estime d'elle-même. Mise en place du processus d'emprise. Donc, en fait, c'est une façon, à force de dévaloriser la victime, de l'avoir vraiment sous son emprise. Et au bout d'un moment, de toute façon, à force d'entendre que vous êtes bête, que vous êtes nul, vous commencez à y croire et c'est dommage. Et du coup, il réussit à ce moment-là à avoir cette emprise-là sur vous. Donc, culpabiliser la victime. Effectivement, l'agresseur reporte systématiquement la responsabilité de ses actes sur la victime en trouvant toujours, mais toujours d'excellentes justifications. Si tu n'aurais pas fait ça, je n'aurais jamais osé te frapper. Si tu étais gentil avec moi, je ne m'aurais pas fâché contre toi. En fait, tout le temps, il va essayer de remettre la faute sur vous. Donc, il se présente comme la victime de sa victime, unanimement considérée comme responsable de la situation qu'elle endure. Il fait retournement de situation. Ils sont forts. Hein.
Donc, instaurer un climat de terreur, de peur et d'insécurité. Donc, l'agresseur se présente comme tout puissant. Il maîtrise la manipulation, les menaces et les violences. Ces attitudes contrastent avec les périodes d'accalmie selon le cycle de la violence. Il peut être imprévisible. Donc, on ne sait pas à quel moment il peut être méchant, à quel moment il peut être gentil. Donc, malheureusement, mais il se présente quand même comme tout puissant, c'est lui qui dirige. Donc, assumer son impunité. Donc, l'agresseur met le plus de personnes possible de son côté. L'agresseur assure son impunité en recrutant des alliés. En général, et moi j'en reçois des cas comme ça, il se présente comme charmant, bienveillant, souriant, y compris donc, du coup auprès des professionnels, et il dévalorisera subtilement la victime pour qu'elle ne soit pas crue si elle parle des violences. Il n'hésitera pas non plus à instiguer les enfants contre leur mère. Donc en fait, il va se faire passer pour la victime même auprès des enfants, même auprès des professionnels, et en fait, il va tellement bien se présenter que vous avez l'impression que la victime, elle ment, mais en fait, non. Il a une très bonne capacité de manipuler même les gens qui sont professionnels, en fait. Parce qu'il sait comment s'y prendre. Il est charmant, il est mignon, il est bienveillant, il parle bien, mais en fait, à la maison, c'est la terreur, quoi. Donc, ne donner aucune explication. Donc, ce refus de communiquer de la part de l'agresseur crée un sentiment d'incompréhension de la victime, qui ne peut donner de sens à ce qu'elle vit. Et verrouiller le secret. Donc, ça, c'est important. L'agresseur, en fait, impose le secret sur ce qui est vécu dans l'intimité du couple et de la famille. Donc, et s'en sert pour menacer la victime si la loi du silence est rompue. Donc, vous savez, surtout dans notre communauté turque, par exemple, ou maghrébine, peu importe, c'est tabou, c'est honteux de divorcer, de dire qu'on est malheureux, de dire que ça se passe mal, à la maison. Donc, en fait, il vous menace de dire que tout ce qui se passe à la maison reste à la maison et du coup, vous êtes encore plus, malheureusement, seul, isolé et lui encore plus puissant et fort. Donc, les impacts sur la victime vont s'installer progressivement et construisent la situation d'emprise. Donc, la victime est dans l'impossibilité d'identifier cette stratégie. Elle n'a pas de recul, elle ne voit pas tout ce qu'elle vit, elle n'est pas capable de se rendre compte de ce qui se passe. Donc, c'est vraiment difficile pour elle de s'en sortir toute seule. Donc, il faut vraiment être vigilant autour de soi pour voir si quelqu'un est maltraité ou pas, parce que la personne en soi, elle n'y arrive pas forcément. D'autant que sa position d'emprise peut être renforcée par ses valeurs personnelles, religieuses et culturelles. Donc, elle aura de ce fait des difficultés majeures à se séparer de l'auteur. Le comportement de la victime va s'en trouver affecté et peut être identifié sous différentes formes, notamment perte de l'estime de soi, peur de représailles, perte de confiance, peur de ne pas être cru, sentiment de honte et de culpabilité, déni ou minimisation des violences, angoisse face aux obstacles qu'engendrerait la séparation, isolement et méconnaissance de ses droits, confusion et ambivalence. Donc, en fait, c'est une présence simultanée dans la relation de sentiments et de comportements opposés entre amour et haine. Donc, d'un côté, elle va détester, par exemple, son agresseur, mais d'un autre côté, elle va aimer. Alors, il faut savoir que déjà, l'enfant est d'emblée victime. Donc, il ne peut se défendre face à un adulte. Il est impuissant, il est dépendant et a besoin d'un adulte pour survivre et grandir dans de bonnes conditions. Donc, malheureusement, beaucoup de parents abusent et exploitent la faiblesse de l'enfant. Alors, il faut savoir aussi que l'enfant, dès la naissance, en fait, culpabilise assez facilement. Même dans une famille où tout se passe bien, quand les parents se disputent, l'enfant a tendance à penser que c'est de sa faute et va culpabiliser en disant « si j'étais gentil, peut-être que mes parents n'auront pas eu de dispute ». Vous voyez? Donc, c'est encore plus compliqué si l'enfant est tout le temps maltraité et qu'on le fait culpabiliser en disant je te frappe mais c'est parce que c'est toi qui as fait des bêtises, je fais ça parce que c'est à cause de toi. Donc l'enfant vit énormément de culpabilité et il est détruit en fait psychologiquement par la suite. Donc les violences s'installent progressivement aussi dans le couple. L'évolution suit une courbe croissante, comme on a dit, verbale, psychologique, après physique, donc ça monte crescendo, qui va de la moindre à la plus grande dangerosité, d'où une escalade de la violence. Aussi, les violences sont à la fois récurrentes et souvent cumulatives. Donc, ça peut être d'abord verbal, ensuite psychologique, après plus physique. Donc, ça peut se rajouter, ça peut être cumulé.
Donc, ça s'aggrave et ça s'accélère. Donc, elles peuvent conduire aussi à un homicide, à un féminicide. Donc, ça peut être très, très, très grave. Alors, pardon. Donc, quelles que soient les justifications, sachez que le seul responsable est l'auteur des violences. J'aimerais quand même m'adresser à des personnes victimes, à la victime, que ce soit femme, homme, enfant. Sache que tu n'es pas fautive, tu n'as rien fait pour mériter ce dont tu vis, tu n'as pas à t'en vouloir et surtout ne culpabilise pas. N'oublie pas que rien ne justifie la violence. Personne n'a le droit de te parler méchamment, a le droit de te maltraiter, de te frapper, mais personne. Et sache que tu es innocent, tu es victime. Mais tu as le droit et tu as les capacités de t'en sortir de cette position de victime. Donc, il faut déjà, dans un premier temps, que tu dénonces ton agresseur pour t'en sortir. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on arrive à dénoncer, c'est qu'on ne culpabilise plus et qu'on commence à être conscient de ce jeu de manipulation que notre agresseur nous a, au fil du temps, au fil des années, réussi à avoir et a réussi à mettre sa main sur nous, l'emprise sur nous. Donc, il faut vraiment pouvoir dénoncer pour pouvoir avancer. Alors, pour terminer, j'aimerais parler des conséquences sur la victime et après, ça sera tout. Je vais laisser la parole du coup à mes autres collègues par la suite. Donc, il existe plusieurs conséquences comme des effets sur la santé physique, des conséquences financières et matérielles, administratives, des conséquences sur la vie professionnelle. Mais moi, je souhaite plus parler des conséquences psychotraumatiques parce que je trouve que c'est très, très important et que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que c'est exactement, même des professionnels. Donc, dans un premier temps, les enfants exposés aux violences conjugales donc, grandissent dans un climat d'angoisse, de terreur, de peur, de détresse, de stress, de contrainte et grande insécurité très préjudiciable à leur santé et à leur développement émotionnel, affectif et psychomoteur. C'est très important parce que ça les détruit. Donc, lorsqu'ils sont confrontés directement, les violences sont destructrices et traumatisantes. Les violences ont de très, très lourdes répercussions sur la vie, donc le développement, le comportement, la scolarité et la santé des enfants, avec même des atteintes physiques, psychiques et neurologiques, endocriniennes et immunitaires et même génétiques, qui risquent de les impacter dès leur vie fœtale. Donc, quand il y a une violence, par exemple, lors de la grossesse, dès l'instant même, l'enfant est touché à leur naissance et aussi tout au long de leur vie. Donc, pardon. Le cerveau des enfants est très vulnérable aux violences et au stress extrême. Pardon. Donc là, je vais vous parler de la mémoire traumatique, qui est important pour moi. Donc, déjà, dans un premier temps, une personne qui présente une mémoire traumatique peut développer 3 grandes classes de symptômes. Donc, je vais les décrire. La première, ça peut être la réviviscence et le flashback. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La victime revit continuellement la scène traumatique en pensée ou en cauchemar. Donc, ces flashbacks peuvent également se produire en journée. Même s'il ne se passe rien, hop, elle peut revoir la scène de violence qu'elle a vécue. Elle peut revivre mentalement la scène ou la déformer. Donc, ça peut ne plus être la réalité aussi. Donc, ce symptôme est en lien avec l'activation de la mémoire traumatique. Et je vais vous expliquer comment ça s'active par la suite. Donc, l'évitement, donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, l'évitement, c'est quand la victime, en fait, met en place des conduites d'évitement pour limiter l'activation de la mémoire traumatique. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Elle a des obsessions, elle a peur du changement, des phobies, retrait social. Et c'est comme ça qu'elle essaie de se protéger justement pour ne pas activer sa mémoire traumatique. Et aussi l'hypervigilance. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La victime est fréquemment aux aguets, en état d'hypervigilance du fait d'une insécurité permanente en fait, qui provoque l'activation de la mémoire traumatique malgré l'absence du danger imminent. C'est-à-dire que à tout moment, elle est comme même s'il ne se passe rien, elle est là, est-ce qu'il va venir, est-ce que ceci, est-ce que cela. Donc, elle est tout le temps un peu sur le qui-vive, elle est tout le temps un peu aux aguets. Et malheureusement, c'est super, super fatigant. D'ailleurs, ces personnes-là ont des troubles du sommeil, troubles de la concentration, des douleurs musculaires, mais elles sont tellement crispées que le corps réagit forcément avec des douleurs musculaires. Donc, il faut savoir que l'ensemble de ces symptômes entraîne une souffrance significative de la personne et ou une altération de son fonctionnement familial, social, scolaire ou dans d'autres domaines importants de sa vie. Donc, il n'est pas rare de voir apparaître un syndrome dépressif. Malheureusement, les gens qui sont traumatisés peuvent être aussi dépressifs.
des idées suicidaires, des conduites addictives et la reproduction en image mentale de scènes violentes et ou des troubles du sommeil. Donc, j'aimerais vous expliquer encore plus ce que c'est les conduites dissociantes. Et sur ce, après, on va pouvoir finir. Alors, afin de calmer les angoisses, certaines victimes mettent en place des conduites à risque génératrices d'un stress intense dans le but de trouver un soulagement. Donc, ce sont des conduites dissociantes. En fait, ce soulagement est obtenu en provoquant la disjonction neuronale initiale, d'où une anesthésie psychique et physique et la dissociation qui en résulte. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est exactement cette disjonction neuronale? C'est comme une surcharge d'électricité. Donc, vous savez, quand à la maison, vous avez une surcharge d'électricité, donc le disjoncteur saute. Ben oui, pour pas qu'il y ait un incendie, c'est pour vous protéger. Donc, c'est la même chose pour le cerveau. Donc, quand la victime est face à un énorme stress et qu'elle est complètement en fait envahie par ce stress, ben, il y a une disjonction neuronale. C'est-à-dire que donc en fait le circuit émotionnel disjoncte et la personne est complètement dépersonnalisée. C'est-à-dire que elle continue à supporter la violence, mais elle ne réagit plus. Elle n'est plus capable de réagir. Et parce que si, du coup, elle n'avait pas cette disjonction neuronale, malheureusement, elle peut faire une crise cardiaque, elle peut faire un AVC, parce que c'est tellement fort, c'est tellement intense qu'elle vit que, hop, le cerveau fait une disjonction neuronale, donc un circuit émotionnel disjoncte pour qu'en fin de compte, elle puisse toujours continuer à subir sans que son corps subit physiquement un risque vital, en fait. Donc, c'est important de le savoir parce que malheureusement, donc, pourquoi c'est important? Il est important pour l'entourage de savoir, ainsi que pour les professionnels, j'insiste, que les victimes peuvent présenter parfois, pendant une longue période, des symptômes dissociatifs. Donc, d'autant plus si elles sont toujours en contact avec leurs agresseurs, parce que c'est encore pire, à ce moment-là, ça continue encore plus. Donc, ces symptômes dissociatifs font que l'entourage peut avoir du mal à comprendre et même reconnaître les victimes. Elles semblent avoir changé de personnalité. C'est-à-dire qu'elles peuvent nous paraître étranges, discordantes, ben oui, puisqu'elles ne réagissent plus normalement. Donc, ces symptômes dissociatifs sont dus à des mécanismes de sauvegarde déclenchés par le cerveau au moment des violences. Donc, pour échapper, comme je vous expliquais tout à l'heure, à un risque vital, le circuit émotionnel disjoncte. Donc, c'est des stratégies de survie. Ils se caractérisent par une déconnexion et une anesthésie émotionnelle qui donnent malheureusement l'impression étrange aux interlocuteurs des victimes qu'elles sont absentes, indifférentes à leur sort, pas concernées par ce qui leur arrive. On a l'impression que ce n'est pas elles qui sont victimes quand on les voit, et même qu'on leur parle. Et comme vous savez qu'on a des neurones miroirs donc, qui permettent de ressentir les émotions d'autrui, donc c'est le processus de l'empathie qui est inné chez toute personne et présent dès la naissance. Donc, si la victime est dissociée, comme je vous l'ai expliqué, cela signifie qu'elle est anesthésiée émotionnellement et que les neurones miroir de l'interlocuteur ne reflète rien. C'est-à-dire que vous allez la voir, vous ne ressentez rien de sa part parce qu'elle-même, elle est toute stone comme un zombie. Donc, émotionnellement, face à la victime, vous ne ressentez rien. Donc, cela explique malheureusement le peu de bienveillance dont bénéficient habituellement les vraies victimes. Parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément victimes, qui en font tout un plat, mais les vraies victimes, malheureusement, ne vont pas forcément se plaindre parce qu'elles sont complètement déconnectées. Elles sont dépersonnalisées de leur corps. Donc, fréquemment, cette absence de ressenti émotionnel face aux victimes fait que les personnes auxquelles elles s'adressent se sentent indifférentes, ne sont pas touchées par ce que les victimes ont subi, ben oui, puisqu'on n'arrive pas à être dans l'empathie, n'ont pas peur et même ne vont pas la croire, ne vont pas les croire en général. Donc, connaître ce processus permet en fait de l'identifier et de lutter contre cette anesthésie émotionnelle et cette indifférence, de reconstruire intellectuellement ce qu'il faut ressentir, et de comprendre qu'au contraire, il faut encore plus s'inquiéter pour elles, puisque cela signifie qu'elles sont très traumatisées et qu'elles sont certainement encore en grand danger. Ça, c'est très important. Si vous voyez des personnes autour de vous, comme je viens de vous décrire de cette façon-là, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de grave, mais qu'elles sont incapables, malheureusement, de voir et d'agir. Donc, cette dissociation est aussi à l'œuvre, par exemple, dans les processus d'emprise des agresseurs sur leurs victimes et même dans les symptômes de Stockholm. Alors, mais quand la personne sort du coup de son état dissocié, parce qu'elle est en sécurité, elle est protégée par son agresseur, même pour cela, il faut des mois et des fois, ça peut prendre des années. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est à ce moment-là, en fait, que sa mémoire traumatique, donc qui n'est plus anesthésiée par la dissociation parce qu'elle est en sécurité,
risque d'exploser. Et des fois, ça peut être minimum 8 mois après. Donc, vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Parce que la victime va avoir des réactions émotionnelles exacerbées. C'est-à-dire qu'elle va revivre des moments, des violences avec des terreurs, des attaques de panique, des douleurs importantes, des sensations de mort imminente, comme si elle allait mourir à tout moment. Parfois, elle réentend des cris, revoit des scènes et paraît hallucinée. Elle peut avoir des comportements de défense. En fait, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est important. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté sur cette question. C'est que pour l'entourage, c'est important pour l'entourage de comprendre que là aussi, c'est un processus psychotraumatique normal, que la victime ne devient pas folle, qu'elle ne fait pas du cinéma. Elle est piégée dans une sorte de machine à remonter le temps qui lui fait revivre des scènes des scènes de violence qu'elle a subies à l'identique. Donc, ces épisodes de mémoire traumatique se déclenchent lors de liens qui rappellent les violences. Donc, il faut aider la victime à les rechercher pour les identifier et pour qu'elle puisse ainsi mieux contrôler sa mémoire traumatique. Donc, j'ai presque fini. La nécessité, alors c'est important, donc, il y a une nécessité d'une prise en charge du psychotraumatisme qui est très, très importante. Donc, cet état de psychotraumatisme et ses conséquences ne sont pas inéluctables et irréversibles. Donc, il est possible pour les victimes, entre guillemets, de se réparer par un soutien global de proches, de professionnels issus du monde associatif, médical, social, juridique ou judiciaire, psychologue, psychiatre, mais une prise en charge médicale spécialisée, psychothérapique, est forcément nécessaire. Donc, voilà, j'ai essayé quand même de vous expliquer en général assez rapidement parce que je voulais vraiment parler de l'essentiel parce qu'on peut en parler des heures et des heures en psychologie, de la violence, du trauma, de tout ce que ça génère par la suite. Donc, je vous remercie de votre attention et je donne la parole à Maître Demir. Merci Dilek. Bonjour à tous. Je vois que vous êtes très nombreux sur le live Facebook à nous suivre. Donc, n'hésitez pas à partager ce live et à en faire profiter le maximum de personnes. Je voudrais indiquer, comme je l'ai indiqué sur le live, que vous avez la possibilité de nous poser des questions à nous trois, auxquelles, bien entendu, on tentera de répondre après les interventions de chacun. Et vous avez également à disposition un numéro de téléphone qui vous permet en toute confidentialité de poser des questions sur lesquelles, là encore, on sera amené, si on a la possibilité et notamment le temps d'y répondre. Alors, je vous propose, pour ma part, l'avis de l'avocat sur cette question des violences pendant le confinement, parce que, comme vous le savez, le rôle de l'avocat est particulier, notamment dans le cas des violences, et plus particulièrement dans le cas des violences conjugales, parce que, contrairement à d'autres matières, ce n'est pas que l'aspect juridique qui est concerné dans ce cas-là, mais également l'aspect psychologique, Dilek l'a expliqué, l'aspect social, l'aspect culturel, l'aspect économique, si bien que dans la prise de décision, parce que bien évidemment, l'avocat sera au centre de la prise de décision, quand on est victime de violence, il faut agir, donc il faut prendre une décision, on est souvent confronté à des choix qui dépendent de données extra-juridiques, et ce, notamment dans le contexte très particulier du confinement. Alors le confinement, on va en parler plus spécifiquement dans le cadre des violences conjugales parce que, comme vous le savez, si vous suivez l'actualité, on a une augmentation de plus de 30% des signalements de violences conjugales en province et à Paris depuis le début du confinement, selon notamment les chiffres de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Et évidemment que cet aspect des violences, donc ces violences conjugales, sont d'autant plus importantes et d'autant plus nombreuses dans le contexte de confinement, si bien que l'avocat a un rôle à jouer encore plus important et devra, là encore, dans le cadre de l'aide apportée aux victimes, agir de manière concertée. Alors justement, concernant plus particulièrement ces violences conjugales, avant de vous expliquer ce qu'il faut faire, comment il faut agir, peut-être d'abord faut-il les définir. Qu'est-ce que sont les violences conjugales et comment définir en droit, bien entendu, les violences conjugales. Alors, Dilek l'a fait dans l'aspect psychologique. Je vais vous proposer très rapidement de le faire en droit afin qu'on puisse savoir de quoi on parle et qu'on puisse ensemble définir ce que sont ces violences conjugales. Alors, d'abord, les violences conjugales, ce n'est pas seulement le cliché de la femme d'une trentaine, d'une quarantaine d'années
qui a les marques de coups qu'elle a reçues. Ce n'est pas seulement ça, c'est beaucoup plus complexe en droit. Et les violences conjugales peuvent être le fait d'une multitude d'actions et peuvent être définies de multiples manières. Bon. Mais avant de rentrer dans le détail de la définition, je voudrais vous indiquer que, quoi qu'il arrive, le fait que ce soit le conjoint, la femme, le partenaire de Pacs, l'amant ou le partenaire qui soit à l'origine de ces violences, cette circonstance est une circonstance qui est aggravante des faits de violence, si bien que la qualité de conjoint, la qualité de mari rend le traitement pénal de la violence encore plus important et nécessite donc une attention encore plus particulière de la part des juges. Ces violences conjugales, elles peuvent être de plusieurs natures. D'abord, elles peuvent être physiques, bien entendu, hein, la bousculade, le coup, la séquestration, de façon générale. Mais ce qu'il faut également dire, et c'est très important, c'est que ces violences peuvent être également psychologiques, de l'intimidation, de l'humiliation, du harcèlement moral, du chantage affectif, du reproche, de la menace de mort. Tout cela rentre dans la détermination des violences de façon générale, des violences conjugales de manière particulière, parce qu'il s'agit de violences psychologiques. Ces violences psychologiques peuvent être, bien entendu, sont d'abord et avant tout des violences verbales, l'insulte, la menace de mort. Et on a, parmi ces violences psychologiques également, ce qu'on appelle les violences économiques, à savoir celles qui consistent à priver l'autre de revenus, de l'interdire de travailler ou de tout acte qui viserait à empêcher cette personne de bénéficier d'une certaine autonomie. C'est également une circonstance de violence conjugale à laquelle il faut bien entendu apporter des réponses. Et puis, et pour finir, sans entrer trop dans le détail de l'étendue du nombre de violences, on a également bien entendu les violences d'ordre sexuel, le viol, l'attouchement, du comportement brutal pendant l'acte sexuel, qui nous fait dire à nous juristes et à nous avocats que dans tous les cas, une femme ou un homme doit consentir à l'acte sexuel, et ce, même si il s'agit d'un époux ou il s'agit d'une personne avec qui vous avez une relation légale ou non légale. Bon. Donc, voilà, les violences, ça dépasse largement la simple dispute de couple, et surtout, ça induit, et Dilek l'a très bien expliqué, un rapport de dominant-dominé qui s'installe sur le long terme et qui progresse vers des actes de plus en plus violents, qu'ils soient donc physiques, psychologiques, économiques ou encore sexuels. Bien entendu, quand on parle de tout ça, on n'oublie pas et on n'omet pas la question des violences envers les enfants, qui est une vraie question à laquelle on a fait référence, Dilek l'a fait, mais également à laquelle on pourra faire référence par la suite. Ces violences conjugales peuvent être généralement doublées, en effet, de violences envers l'enfant. Alors, que faire dans ce cas-là? Et comment l'avocat que je suis peut vous conseiller concrètement, en pratique, dans le cadre d'une situation où vous êtes victime de violences conjugales? Évidemment qu'il faut agir. Je veux dire, la première chose à faire, c'est d'abord de communiquer. Communiquer comment? Communiquer d'abord avec ce qu'on a sous la main, à savoir le téléphone. 2 numéros de téléphone sont principalement établis pour permettre aux victimes de violences conjugales de réagir. C'est le 17, bien entendu, qui vous met en contact avec les forces de l'ordre qui pourront être à même de constater l'infraction pénale. J'y reviendrai. Mais plus spécifiquement, sous la forme de l'appel, vous avez également la possibilité de composer un numéro spécial concernant les violences conjugales, qui est le 3919, et qui vous permet, un numéro spécial, qui vous permet de pouvoir bénéficier d'une aide concrète et donc de pouvoir faire stopper à l'instant T ces violences conjugales. Donc, n'hésitez pas, par l'intermédiaire de ces numéros-là, donc le 17 et le 3919, de pouvoir vous exprimer dans un premier temps pour expliquer la violence à laquelle vous êtes confronté. On a également la possibilité, et c'est très important, de pouvoir signaler les violences en ligne par un ordinateur ou par votre smartphone sur le site
arrêtonslesviolences.gouv.fr. C'est très important, notamment dans le contexte du confinement, puisque ça vous évite de vous déplacer et ça permet que les forces de police ou des services spécialisés puissent se déplacer à votre domicile. Par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre du confinement, on a la possibilité de pouvoir se déplacer au commissariat ou à la gendarmerie pour pouvoir faire état des faits de violence et des faits de violence conjugale, et Clem pourra là-dessus nous apporter plus de détails. C'est très important, le confinement ne vous empêche pas de vous déplacer dans ce cadre-là. Et puis, par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre les violences conjugales en période de confinement, les pouvoirs publics vous donnent la possibilité, en mettant en place des dispositifs particuliers, de signaler ces violences, par exemple, au sein de pharmacies, voire au sein de centres commerciaux étant ouverts pendant cette période de confinement et qui donc vous permettent de parler, de vous exprimer et de faire état des violences auxquelles vous êtes confrontés. Alors, évidemment, une fois que j'ai dit ça et que j'ai précisé la question d'un strict point de vue théorique, on a également la pratique et on est souvent, nous, confrontés, professionnels du droit, à la question de savoir ce qu'on doit faire lorsqu'une victime nous dit, en effet, qu'elle est victime de violences conjugales, mais que par ailleurs, elle craint les réactions de son conjoint, elle craint d'être mise à la porte, elle craint de ne pas être crue, elle craint de ne pas avoir la possibilité économiquement de pouvoir être confrontée à la vie d'après, à la vie notamment après la séparation. Et il est très important au cas par cas, bien évidemment, d'amener la victime à pouvoir trouver les réponses appropriées. On n'a pas évidemment de solutions miracles ou de solutions qui doivent être appliquées à chaque fois ou à chaque circonstance. Et chaque professionnel du droit, chaque intervenant, évidemment, devra trouver une solution appropriée au problème qui est posé. Il n'en reste pas moins que l'avocat que je suis doit forcément, bien entendu, vous proposer une solution concrète dans ces cas-là. Et à mon sens, mais peut-être que les divers intervenants auront un autre point de vue sur cette question-là, à mon sens, la plainte pénale est indispensable et en tout cas est très importante, notamment pour faire démarrer le processus tant sur le plan pénal que sur le plan civil. Donc moi, j'aurais tendance à penser que les victimes de violences conjugales, d'abord et avant tout, doivent déposer plainte. Déposer plainte de quelle manière? Eh bien, en se déplaçant au commissariat, à la gendarmerie le plus proche du domicile, en appelant les téléphones qui sont mis à disposition et dont j'ai rappelé les numéros en commençant, en saisissant une pré-plainte sur Internet à travers le portail du ministère de l'Intérieur, et Clem pourra nous apporter des éléments plus concrets là-dessus. Mais la plainte me semble l'élément indispensable pour pouvoir faire déclencher cette machine judiciaire qui pourra vous permettre de vous protéger et de trouver les solutions appropriées à votre situation de victime de violences conjugales. Alors, cette plainte, comment cela se passe concrètement? Donc, vous serez amené, bien évidemment, à être confronté au service de police ou de gendarmerie et à expliquer votre situation. Donc, ça nécessite que vous leur communiquiez l'ensemble des éléments de fait qui ont occasionné ces violences, sachant que, comme je l'ai indiqué, les violences peuvent être multiples. Et puis, les services de police, en théorie, vous amèneront, mais c'est très souvent le cas, à consulter un médecin qui vous donnera un certificat médical qui, là encore, me semble indispensable pour la suite parce que c'est ce certificat médical qui, notamment, établit l'importance des violences que vous avez subies et peut, par exemple, étayer le nombre de jours d'arrêt de travail dont vous faites l'objet, mais aussi, plus particulièrement, indiquer en quoi ces violences conjugales vous ont occasionné un préjudice
ce qui, dans la suite de la procédure, j'y reviendrai, peut être extrêmement important. Là où la plainte est également très importante, c'est que c'est cette plainte qui vous permet de recueillir des éléments de preuve attestant des violences et de constituer un dossier, parce que c'est en constituant un dossier que vous pourrez saisir votre avocat qui lui-même ensuite envisagera les suites pénales et civiles, j'y reviendrai, de ces violences, mais passer par la case commissariat de police ou gendarmerie, justement, peut vous permettre de réunir ces éléments de preuve indispensables à travers notamment le certificat médical, à travers vos déclarations dans le cadre de la plainte pénale, mais aussi, bien entendu, à travers les mesures qui seront prises contre la personne qui est à l'origine des violences conjugales, donc l'époux, le concubin, le pacsé, que sais-je, puisque celui-ci, nécessairement, sera entendu par les services de police dans le cadre d'une mesure coercitive, par exemple de garde à vue, ces déclarations pouvant bien entendu par la suite vous servir, dans le cadre notamment du procès pénal, à pouvoir étayer votre situation de victime et donc à pouvoir mettre définitivement un terme aux violences envisagées. Donc, cette plainte pénale, elle est extrêmement importante, je l'ai dit, tant sur le volet pénal que sur le volet civil. Alors, dans un premier temps, bien évidemment, évoquons d'abord cet aspect pénal. Donc, je l'ai dit, il y a deux aspects, l'aspect pénal et l'aspect civil. L'aspect pénal, pourquoi? Parce que la loi pénale, bien évidemment, et la loi de façon générale, punit l'auteur des actes de violence. Et elle le punit plutôt sévèrement, puisque les violences conjugales ayant entraîné ou non une incapacité totale de travail sont sanctionnées jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende, ce qui est quand même, notamment dans l'échiquier pénal, dans le barème des peines relativement importantes. Et votre plainte pourra amener le procureur de la République qui est chargé de votre dossier, eh bien, de renvoyer l'auteur de ces violences devant un tribunal correctionnel qui, bien évidemment, pourra prononcer une condamnation contre l'auteur des violences conjugales. Le tribunal correctionnel, bien entendu, qui jugera, eu égard notamment à vos déclarations, aux déclarations de l'auteur des victimes, mais aussi à ce fameux certificat médical qui est très important parce qu'il permet d'étayer, je l'ai dit, l'intensité et la gravité du préjudice qui est celui de la victime. Alors, je l'ai dit, le tribunal correctionnel, au bout de cette chaîne pénale, pourra condamner l'auteur des violences et pourra également, et c'est très important, indemniser la victime à hauteur de son préjudice corporel, psychologique ou économique, et donc permettra tout simplement de rendre justice et surtout d'éviter que l'auteur des violences conjugales puisse réitérer, puisque c'est la réponse pénale et la réponse du tribunal correctionnel qui, d'abord et avant tout, évitera la récidive. Bon, ça, c'est le volet pénal. Et puis, on a un second volet, qui est le volet civil, et qui donc permet, indépendamment et parallèlement à la voie pénale, de pouvoir bénéficier de mesures d'ordre civil pour empêcher la propagation de ces violences et d'abord et avant tout protéger la victime de ces violences. Ces dispositifs d'ordre civil, quels sont-ils? On a d'abord ce qu'on appelle l'ordonnance de protection, qui est un jugement délivré par le juge aux affaires familiales afin d'éloigner le conjoint violent. Le juge aux affaires familiales décidant de cet éloignement quand il considère qu'il y a une situation de danger. Bon, situation de danger que, bien évidemment, il faut établir parce que les seules déclarations de la victime, malheureusement, ne suffisent pas, ce qui rend d'autant plus indispensable ce que j'ai indiqué tout à l'heure, à savoir le dépôt d'une plainte pénale qui permettra, notamment au service de police ou de gendarmerie, d'instruire un dossier et de recouper le maximum d'éléments qui vous permettront de bénéficier de cette ordonnance de protection. Je ne l'ai pas indiqué dans le cadre du procès pénal, enfin de la procédure pénale,
mais je tiens à le dire, et j'aurais peut-être dû le dire au préalable, mais que ce soit sur le plan pénal ou sur le plan civil, notamment dans le cadre de l'ordonnance de protection, bien évidemment, le rôle de l'avocat est crucial. Il faut être accompagné, me semble-t-il, d'un professionnel du droit comme l'avocat qui est auxiliaire de justice, qui justement sert particulièrement dans le cadre des procédures civiles, notamment à saisir le juge par requête, et ce très rapidement. Vous avez la possibilité de bénéficier de l'aide juridictionnelle qui vous permet de ne pas payer d'honoraires à l'avocat, l'avocat dans ce cas-là étant payé par les fonds du ministère de la Justice prévus pour cela. Donc, vous pouvez avoir à disposition un avocat qui, gratuitement, vous assiste tant sur le volet pénal que sur le volet civil, ce qui est extrêmement important, notamment pour vous aiguiller dans le cadre des difficultés liées à la constitution des preuves de votre dossier pour l'ordonnance de protection. Ce qu'il faut également dire en cette période de confinement, parce qu'évidemment, il peut être difficile à chacun de joindre des avocats pendant cette période-là. Les avocats et leurs cabinets s'organisent notamment pour vous permettre, à travers leur numéro GSM, leur numéro portable, d'être joints. Donc, vous pouvez relativement facilement joindre un avocat ou les cabinets pendant les périodes de confinement, même si les cabinets d'avocats sont fermés en raison du confinement. Alors, après le 12 mai, il y a une possibilité de réouverture, mais en tout cas de cause, vous avez la possibilité de les joindre sur leur téléphone portable, et vous avez également la possibilité de joindre les points d'accès au droit, les mairies, qui, elles, permettent, notamment à distance, de joindre des avocats qui vous aiguilleront dans le cadre de vos dossiers, tant sur le plan pénal que sur le plan civil. J'ai évoqué sur le plan civil donc la question de l'ordonnance de protection qui vous permet en quelques jours de bénéficier de cet éloignement du conjoint violent. Sachez, et c'est une deuxième possibilité, que votre avocat pourrait également, si vous le souhaitez, initier une procédure de divorce pour faute dans le cas de violence conjugale, et pourra également, dans le cadre de cette procédure de divorce pour faute, solliciter des mesures urgentes, justement afin d'éloigner de votre domicile l'auteur des violences, qui vous permettra d'être protégé, comme dans le cadre de l'ordonnance de protection. Alors, évidemment, tout cela est très théorique et il faut pouvoir apporter aussi des réponses pratiques, des modalités pratiques de lutte justement contre ces violences. Et Clem pourra plus particulièrement le faire parce qu'il est également, comme moi, confronté à la réalité de la pratique de ces violences. Mais souvent, parmi les questions qui reviennent, c'est notamment la question de savoir si on doit quitter le domicile. Voilà, je suis victime de violences, notamment de violences conjugales. Est-ce que je peux, est-ce que je dois, est-ce que je ne serai pas en tort si je quitte le domicile? Bon, il est évident que quitter son domicile lorsqu'on est victime de violences conjugales, c'est compliqué parce que d'une part, il y a un aspect matériel, il faut trouver un autre logement, mais surtout, on peut être amené à penser que quitter le domicile, ça donne un argument à l'autre partie dans le cadre d'une éventuelle procédure de divorce. Bon, c'est bien qu'il faut être très prudent quand on le fait, et notamment avoir de bons réflexes pour pouvoir quitter le domicile conjugal sans qu'on puisse nous le reprocher par la suite. Alors, que faire dans ces cas-là? Le premier réflexe à avoir, bien entendu, c'est d'aller au service de police le plus proche, donc commissariat de police ou gendarmerie, ou pour déposer plainte, comme je l'ai dit dans le cas de violences toujours actuelles. Ou alors, deuxième possibilité, si vous ne souhaitez pas déposer plainte, mais que vous comptez quand même quitter le domicile, déposer ce qu'on appelle une main courante. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une main courante? Donc, c'est une alternative à la plainte. Et la main courante, c'est une déclaration qui vous permet de faire constater une situation. Donc, concrètement, vous allez au service de police et vous déposez une main courante en indiquant que vous êtes contraint de quitter le domicile conjugal parce que vous êtes victime de violences conjugales. Ce dépôt de main courante, qui donc n'est pas une plainte, n'a pas les mêmes conséquences, puisque dans ce cas-là, le dispositif pénal n'est pas lancé comme dans le cas d'une plainte. Donc, dans ce cas-là, on ne vous entendra pas dans le cadre d'une plainte pénale en qualité de victime. Donc, très certainement également dans ce cas-là,
qu'on ne convoquera pas l'auteur des violences conjugales. Donc, ça a néanmoins ses inconvénients, mais on peut comprendre aussi que vous souhaitiez seulement déposer une main courante. Dans ce cas-là, le dépôt d'une main courante ne doit pas vous empêcher, néanmoins, de faire constater vos blessures par un médecin pour notamment faire établir l'intensité de votre préjudice occasionné par les violences. Et puis par ailleurs, là encore, indispensable pour réunir le maximum d'éléments qui vous permettra de vous défendre devant le juge, par exemple dans le cadre de l'ordonnance de protection, essayez aussi de récolter le maximum de témoignages et de consigner tous les faits de violence par écrit, ces témoignages venant se rajouter au certificat médical, mais aussi aux déclarations que vous avez faites devant les services de police. Donc, dans ces conditions-là, si vous avez la possibilité, si vous avez pu déposer une main courante, dans ce cadre-là, vous pouvez quitter le domicile conjugal et vous réserver la possibilité donc d'avoir un dossier suffisamment complet pour ne pas qu'on vous reproche par la suite d'avoir unilatéralement quitté le domicile. Ce qu'il faut également ajouter dans le cadre notamment de cette protection sur le plan civil et donc de l'ordonnance de protection qui vous est offerte, donc cette décision qui vous permet en quelques jours de pouvoir éloigner l'auteur des violences en question, c'est que l'ordonnance de protection vous permet également de pouvoir solliciter des associations qui peuvent vous placer dans des hébergements prévus pour cela, afin de rester éloigné de votre conjoint ou de la personne qui est l'auteur de ces violences-là, étant précisé également que l'ensemble de ces mesures, que ce soit l'ordonnance de protection ou que ce soit le placement en foyer par l'intermédiaire des services sociaux, peut être fait en compagnie des enfants, c'est extrêmement important. Toutes les mesures de protection dont vous bénéficiez pourront bénéficier aux enfants. C'est une problématique sur le plan pratique qu'on retrouve très très souvent. Les victimes nous disent souvent, mais le problème c'est que si je dépose une plainte ou si je fais actionner cette machine judiciaire, notamment si je demande une ordonnance de protection, qu'en sera-t-il de mes enfants et du droit de garde que j'aurai sur mes enfants? Sachez que de la même manière que vous serez protégés, vos enfants pourront également être protégés et pourront également bénéficier de ces mesures exceptionnelles qui sont destinées in fine à vous protéger, mais surtout à éloigner la personne qui est l'auteur de ces violences. Bon. J'ai peu ou prou fait état de l'ensemble des éléments qui me semblaient indispensables du point de vue de l'avocat dans le cadre notamment de la protection qui est offerte aux victimes. Si vous avez des questions ou des points sur lesquels vous souhaitez que je revienne, vous pouvez, dans le cadre des commentaires sur le Facebook Live, nous en faire part. Merci de votre écoute. Je passe la parole à Ekrem Al-Bayrak qui pourra préciser un peu plus les éléments sur lesquels je suis intervenu, notamment sur le plan de la plainte et plus particulièrement peut-être Ekrem, s'il te plaît, si tu pouvais notamment nous parler de ces systèmes de la pré-plainte qui paraissent indispensables pour pouvoir par la suite donc faire actionner cette machine judiciaire. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Donc j'ai eu le temps pendant les explications de Dilek et de Selçuk de noter quelques questions donc qui pourraient que je pourrais répondre directement. Comme ça au moins ça fera des questions avec réponse dès le début, parce que je vois que vous avez pas mal de questions, donc j'ai choisi des questions auxquelles moi, en tant que policier, j'ai des réponses. Et puis, je vais profiter également de la passe que m'a envoyée Selçuk pour parler directement des pré-plaintes, parce que j'ai vu que Axel, donc la fille de Madame Sheherazade, avait une question dans ce sens-là. Justement, donc elle demandait comment, si la victime n'a pas possibilité de sortir, faire les démarches au commissariat, comment doit-elle faire? Donc, c'est très simple. Donc, il suffit d'avoir une connexion Internet, un ordinateur, un portable, peu importe. Vous vous connectez. Sur Google, vous mettez pré-plainte en ligne. C'est très simple. Dans n'importe quel moteur de recherche, vous mettez pré-plainte en ligne.
et vous suivez ce qui est indiqué sur votre écran. Donc, ça va relativement vite. C'est pris directement au sérieux, que ce soit le week-end ou la semaine, par des officiers de police judiciaire. Et c'est l'équivalent d'une plainte parce que c'est le premier signalement en ligne. Par la suite, soit un officier de police judiciaire vous contactera, soit vous serez convoqué pour finaliser la plainte. Mais en tout cas, si vous ne pouvez pas vous déplacer, si vous voulez signaler les violences, qu'elles soient conjugales ou autres, vous pouvez directement aller sur un moteur de recherche et faire pré-plainte en ligne. Ensuite, il y a une autre question d'Axel. Je vais profiter pour lui répondre également. Donc, que doit-on faire si on est témoin? Donc ça, je vais revenir souvent sur ce sujet, le sujet des témoins, parce que c'est la partie qui est le plus important pour signaler les faits, parce que souvent, la plupart du temps, les victimes n'osent pas ou n'ont pas l'occasion ou ont peur des représailles pour signaler les faits de violence. Donc, si vous êtes témoin, ça peut être vos voisins, ça peut être dans la rue, une femme qui se fait battre, ça peut être au travail, et les violences, elles ne sont pas que physiques, hein, Dilek l'a bien précisé, c'est-à-dire que ce n'est pas que des coups et des blessures. Donc, les violences, elles sont, Dilek vous l'a précisé, mais c'est la psychologie, c'est le harcèlement, il y a plein des menaces. Donc, si vous êtes témoin, déjà, vous pouvez parler avec la victime. Et si vous êtes surtout témoin de violences physiques, je dis bien physiques, parce que là, c'est le cas le plus grave. Si vous entendez, par exemple, chez votre voisin, des bruits de meubles cassés, des cris, vraiment des hurlements, vous sentez que quelqu'un se fait battre, que ce soit une femme ou un enfant, là, la chose qu'il faut faire, c'est appeler immédiatement, mais immédiatement, sans réfléchir, le 17. Il n'y a pas d'autres numéros, d'autres possibilités, d'autres solutions. Si vous entendez, je répète, hein, si vous entendez une femme ou un enfant se faire battre, si vous êtes conscient qu'il y a des violences, qu'il y a des objets qui sont lancés par terre, sur les murs, qu'il y a des bousculades, vous le sentez, là, la première chose qui est à faire, c'est le 17, sans réfléchir. Vous appelez le 17 et vous faites part de ce que vous entendez en tant que témoin chez le voisin d'à côté, même si vous ne savez pas forcément d'où ça vient, si ça vient d'en haut, de droite, de gauche, le fait d'entendre ça et d'être témoin et de ne pas le signaler, vous pouvez vous en vouloir par la suite en lisant les faits divers et en lisant que votre voisine est malheureusement décédée des coups de son mari ou est blessée gravement des violences de la part de son mari. Donc le 17, ne prenez pas à la légère ce que je dis. Le 17, c'est vraiment la base aujourd'hui au niveau des violences. Vous avez beaucoup peut-être d'appréhension, mais aujourd'hui, de plus en plus, le 17, il y a des policiers qui sont formés, policiers ou gendarmes d'ailleurs. Tout dépend de là où vous êtes, si vous êtes en province ou dans des villes. Au 17, les personnes qui répondent au téléphone sont de plus en plus formées sur les violences. Donc aujourd'hui, quand vous appelez pour des violences, notamment conjugales, les forces de l'ordre ont obligation d'intervenir rapidement. Bien sûr, ça dépend s'ils ne sont pas déjà engagés sur d'autres interventions ou non, mais ils ont obligation d'intervenir rapidement. Parce qu'actuellement, vu le nombre de violences qui ont explosé, je dis bien explosé, donc vous allez voir différents chiffres un peu partout, des 30%, des 40%, des 50%, mais moi qui est dedans, je peux vous assurer que ça a explosé. Donc, les appels 17 pour signaler les faits ont explosé, ont doublé, triplé, enfin, on peut dire ce que vous voulez, mais c'est vraiment, vraiment important le nombre d'appels. Les violences, malheureusement, ont explosé. Les signalements sur les pré-plaintes ont explosé. Tout ça veut dire qu'il y a de plus en plus de violences pendant le confinement. Un autre numéro sur lequel vous pouvez avoir une écoute. Donc là, c'est plus une écoute. Là, vous pouvez prendre votre temps. D'ailleurs, cette ligne, elle est souvent surchargée, elle est souvent encombrée. Donc, il faut essayer plusieurs fois
de composer le numéro parce que souvent ça sonne, mais les personnes sont déjà en ligne. Donc le 3919. Le 3919 va vous permettre d'avoir une écoute de professionnels qui sont à votre écoute uniquement pour ça. Donc ils sont là uniquement pour les violences. Donc ils vont vous écouter, ils vont vous orienter, vous guider dans vos démarches. Il y a également un portail sur le servicepublic.fr. Donc, sur les moteurs de recherche, vous faites servicepublic.fr. Et là, vous pouvez signaler sur le portail, donc c'est en ligne toujours, les violences sexuelles et sexistes par chat. Il y a également une autre adresse. Donc, c'est toujours en lien avec le service public. C'est le signalement violence sexuelle sexiste.gouv.fr. Donc, je répète, signalement violence sexuelle sexiste.gouv.fr. Il y a également une autre possibilité que le gouvernement a mis en place, c'est un numéro par chat. Donc, c'est un numéro par SMS. Admettons que vous avez votre compagnon, votre mari, votre copain qui est au domicile et il surveille tous vos faits et gestes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre le téléphone, appeler la police, dire voilà, je suis victime de violence, etc. Donc, vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas le signaler au téléphone. Eh bien, vous pouvez envoyer des textos au 114. Donc, c'est au même titre que le 17. Hein. Là, ce n'est pas au même titre que le 3919, mais c'est au même titre que le 17, c'est-à-dire que c'est un numéro d'urgence. Donc, le 114, c'est un numéro d'urgence. Vous pouvez envoyer un message, un SMS, un texto, donc on peut l'appeler comme on veut, au 114 pour signaler le danger. Donc, c'est la même chose que le 17. Donc, au 17, on parle au téléphone et au 114, on écrit par SMS. Donc, vous pouvez dire par SMS que vous êtes en danger, de venir vite à telle adresse. Donc là, le 114 va appeler directement le 17 à votre place, en fait, et va donner vos coordonnées aux policiers ou aux gendarmes pour qu'il y ait une intervention rapide. Vous pouvez également appeler le 115. Le 115, c'est quoi? Donc, c'est le SAMU pour obtenir un hébergement d'urgence. Donc, pour les personnes qui ont des difficultés d'hébergement, donc qui ne peuvent pas aller chez la famille, comme l'a dit Selçuk, qui veulent quitter le domicile conjugal et qui ne savent pas où aller justement en quittant le domicile conjugal. Au préalable, avant de quitter le domicile conjugal, ils peuvent s'assurer au niveau du 115 s'ils peuvent obtenir un hébergement d'urgence au cas où ils veulent quitter le domicile conjugal. Donc, au préalable, vous appelez le 115. Donc, c'est le numéro du SAMU pour obtenir un hébergement d'urgence. Donc, à différencier avec le 15 qui est le SAMU direct pour la santé. Là, c'est le 115, c'est uniquement pour obtenir un hébergement d'urgence. Un autre endroit également où vous pouvez signaler les violences, toujours pareil dans cette position de la femme qui ne peut pas signaler les faits parce qu'il y a le mari qui est à proximité, qui surveille tous les faits et gestes. Donc, elle peut aller en pharmacie. Le mari qui est violent, auteur des violences, le suivra également parce qu'elle va à l'extérieur. Mais si c'est pour aller acheter, par exemple, le lait pour l'enfant ou des médicaments, donc le mari va le suivre. Mais en allant en pharmacie, vous pouvez signaler à votre pharmacien ou pharmacienne les violences. Et ce dernier ou cette dernière sera obligé d'alerter les forces de police qui interviendront directement à la pharmacie. Donc ça, c'est un nouveau système également. Donc, vous pouvez le signaler à la pharmacie également. Le mot d'ordre pour les violences, c'est briser le silence. Il faut absolument, par un moyen ou un autre, alerter que vous êtes victime. Donc, si vous ne voulez pas alerter la police parce que vous avez cette appréhension d'appeler la police ou la gendarmerie, si vous ne voulez pas vous rendre dans une association parce que vous connaissez des personnes et que vous avez honte ou vous avez cette appréhension que les autres personnes soient au courant que vous êtes victime de violence. Si vous ne voulez pas en parler à vos amis proches, à votre copine, à votre cousine, à votre sœur, toujours dans ce sentiment de honte ou dans ce sentiment de culpabilité qu'on pourrait vous accuser, vous pouvez appeler le 3919 ou chatter directement avec le service public. C'est là qu'on va vous orienter vers des psychologues, vers des associations et vers des professionnels, vers des mairies
pour les démarches qui sont à suivre. Je vais profiter pour répondre à quelques questions que j'avais notées également. Et puis après, je vais finaliser la chose pour voir si on a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Il y a Saadet Chahine qui demandait comment on fait. Donc, j'ai fait un résumé. Si l'agresseur lui-même a besoin d'un suivi psychologique. C'est-à-dire que l'auteur des violences, l'agresseur, a besoin lui-même, donc lui-même est malade et il a besoin d'un suivi. Alors, sachez une chose, c'est que depuis peu, il a été mis en place un numéro d'appel pour les personnes qui sont auteurs, donc pour les agresseurs, et qui veulent prévenir le passage à l'acte. C'est-à-dire qu'ils veulent prévenir les autorités comme quoi ils se sentent violents, ils se sentent atteints psychologiquement par rapport au confinement, par rapport au stress, par rapport à la perte de leur emploi, les commerces notamment. Ils peuvent appeler un numéro qui est le 0801. Donc, on va le noter ce numéro dans les commentaires. Donc, ça, c'est un numéro pour les auteurs. Pour les auteurs qui se sentent, qui veulent prévenir avant le passage à l'acte. Donc, c'est le 0801 901 911. Donc, je répète, le 0801 901 911. Ceci est un numéro pour les auteurs qui veulent prévenir avant le passage à l'acte. Et sachez qu'il y a des chambres, donc des chambres d'hôtel qui sont mises à disposition de ces personnes qui veulent eux-mêmes quitter le domicile conjugal pour ne pas vivre sous le même toit que leur femme ou leur concubine et pour éviter qu'il y ait des violences. Donc, vous pouvez appeler ce numéro et prendre contact avec les professionnels qui sont à l'écoute. Une autre question, donc de Suyudrum, je pense le nom. Donc, elle a comment la personne peut s'opposer. Alors, je n'ai plus la question en entier, mais ce que je voulais répondre, c'est qu'il faut contacter les associations d'aide aux victimes. Donc, dans chaque commune, vous pouvez avoir les coordonnées par les mairies ou dans chaque communauté. Des fois, on n'a pas envie de sortir en dehors de la communauté. Donc, même dans les communautés, il y a des associations d'aide aux victimes. Là, déjà, on a l'association de Madame Aïché Baruch qui s'occupe beaucoup de ces cas, qui oriente, qui guide, qui écoute énormément les femmes qui sont victimes de violences. Donc, autour de vous, vous avez forcément une association qui peut prendre en compte les démarches qui sont à faire sans que vous ayez à faire des démarches parce que des fois, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on est perdu, on est déjà victime de violence, on a ce stress, on a ce sentiment de culpabilité, on a cette honte, on a plein de choses qui rentrent en compte dans un contexte particulier. Donc, la femme, elle se sent faible. Elle se sent faible, elle ne sait pas comment faire, elle ne sait pas comment agir, elle ne sait pas par où commencer, elle ne sait pas vers qui s'orienter, elle ne sait pas à qui parler. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre contact avec les associations. Donc, je vais finir mon intervention en faisant un petit résumé de ce qu'il faut faire quand vous êtes victime de violence. Quoi qu'il arrive, la première chose à faire, le plus urgent, c'est appeler le 17. En faisant le 17, il y a une intervention de police qui est assurée à votre domicile. Vous pouvez même si votre mari, par exemple, vous avez été victime de violence, il est parti, donc il n'y a plus forcément de danger, vous pouvez quand même appeler le 17 pour signaler les faits. Donc, il y a un équipage de police ou de gendarmerie qui se rendra à votre domicile pour prendre contact avec vous, pour voir si tout va bien, pour voir si vous avez besoin des pompiers, pour voir si vous avez besoin d'un médecin et pour vous inciter à déposer plainte. Souvent, moi, j'ai ces questions-là dans mon entourage. Et malheureusement, c'est vrai pour pas mal d'interventions. Quand il y a des policiers ou des gendarmes qui interviennent à votre domicile, ils ne sont pas forcément, ce ne sont pas forcément les plus informés sur les violences. C'est-à-dire qu'un policier et un gendarme, ils ont plein de missions. Donc, pendant la période de confinement, ils ont la mission des contrôles. Donc, ils peuvent aller sur un accident de la route, ils peuvent aller sur un accident de travail, ils peuvent aller dans un magasin pour des vols. Donc, les policiers et les gendarmes qui arrivent à votre domicile, en premier lieu, après un appel 17, ce ne sont pas forcément
les professionnels de la violence. Ils sont professionnels dans leur métier, où il y a plusieurs missions, mais ils ne sont pas forcément professionnels au niveau des violences. Donc, les professionnels des violences seront ceux qui vont vous convoquer ultérieurement pour le dépôt de plainte ou pour votre audition. Donc, ne vous arrêtez pas à la remarque que vous pouvez avoir. Ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez avoir sur le visage du policier ou du gendarme comme s'il s'en foutait ou comme s'il ne prenait pas ça au sérieux ou comme s'il prenait vos renseignements rapidement. Ne vous arrêtez surtout pas là-dessus parce que moi, j'ai souvent des commentaires de mes amis qui me disent « Les policiers sont arrivés, mais ils n'ont rien fait. Ils sont venus, ils ont pris mon identité et ils n'ont rien fait. Ils ne m'ont rien dit, ils ne m'ont rien expliqué et ils sont partis. » Donc, souvent, j'ai cette remarque. Ça peut être vrai, bien sûr, parce qu'il y a des missions qui attendent par la suite. Donc, le policier intervient par rapport à l'appel 17. Le policier qui intervient, ou le gendarme, on va dire policier parce que je le suis, qui intervient après un appel 17, c'est pour faire cesser l'infraction. C'est-à-dire qu'au moment de l'intervention, s'il n'y a pas de violence, il va prendre votre identité, il va renseigner sa gestion d'événements, donc il va faire un rapport comme quoi il est intervenu à tel domicile avec vos coordonnées, numéro de téléphone, pour enregistrer, une fois arrivé au service. Donc lui, il va vous donner les renseignements de base, comme quoi il va vous inviter à déposer plainte. Il va vous donner quelques renseignements, mais ça ne va pas être les meilleurs renseignements ou les renseignements les plus approfondis. Les renseignements les plus approfondis, vous les aurez au moment du dépôt de plainte. Il y a plein de questionnaires qui sont faits. Regardez, je vous donne un exemple. Donc, quand vous déposez une plainte, vous avez ce tas de questions qui vous est posé. Donc, c'est plein de questions qui sont posées pour essayer de comprendre depuis quand vous êtes victime de violence, parce que vous pouvez penser que vous êtes victime de violence depuis un mois, alors que non. Ça se trouve, vous êtes victime de violence depuis des années et vous n'êtes même pas au courant, ou vous ne savez même pas qu'il s'agissait de violence. Donc, il y a des tas de questions. Je peux vous donner quelques exemples pour vous mettre au parfum. Êtes-vous blessé? Craignez-vous de nouvelles violences? Selon vous, votre partenaire ou ancien partenaire a-t-il eu connaissance de votre projet de séparation ou êtes-vous séparé? Vous sentez-vous isolé de votre famille? Avez-vous peur pour vos enfants? Êtes-vous déprimé? Vous sentez-vous à bout, sans solution, etc., etc. Donc, il y a plein de questions qui sont posées, qui sont renseignées. Donc, c'est là que vous avez affaire à un policier professionnel des violences. Donc, c'est une grille d'évaluation du danger. Donc, les policiers ou gendarmes qui vont intervenir chez vous, ils ne sont pas forcément professionnels des violences. Donc, ils vont venir, ils vont prendre vos coordonnées, ils vont demander si vous avez été victime de violence ce jour. Ils vont pas rester longtemps sur place. Ils vont rester 5 minutes. Et après, ils vont passer à autre chose parce qu'il y a plein d'autres missions. Donc, surtout, ne vous arrêtez pas sur une intervention de police après un appel 17 en pensant que rien n'a été fait. Ils ne vous ont rien expliqué. Ils s'en foutaient ou voilà, ils sont venus, ils sont restés, ils sont partis. Ne vous arrêtez pas là-dessus parce que le plus important, c'est l'intervention de la police. Si votre mari est à domicile et que vous craignez l'intervention de police, ne craignez pas. Justement, je pense que Dilek en parlait ou j'ai vu ça dans un commentaire. L'intervention de la police va quelque part stopper l'agresseur dans ses intentions ou dans son intensité de violence. C'est-à-dire qu'il va se rendre compte que effectivement, sa femme est capable d'appeler les forces de l'ordre. Jusqu'à ce jour, elle ne le faisait pas. Aujourd'hui, elle l'a fait. Donc, même si on ne craint pas la police et la gendarmerie spécialement, comme on peut voir sur les réseaux sociaux, l'intervention de la police au domicile va faire réfléchir l'auteur. L'auteur va réfléchir à 2 fois. Il va se dire, elle va rappeler la police. Ou alors, elle a appelé la police. Elle m'a fait ça. Donc, ça va lui faire une réflexion. Là, c'est de la psychologie. Mais ça va lui faire une réflexion en lui-même. Il va se rendre compte que peut-être qu'il a été loin. Peut-être qu'il n'aurait pas dû faire ça. Peut-être qu'il va se rendre compte des faiblesses ou des violences qui pour lui ne sont pas forcément des violences. Attention, des auteurs, aujourd'hui on a des auteurs, encore une fois je rentre dans la psychologie, mais il y a des auteurs qui pour eux, ils ne sont pas violents, ils ne se rendent pas compte. Pour eux, si vous leur posez la question, est-ce que tu es violent avec ta femme? Il va dire non, je ne l'ai jamais frappé. Il va dire ça, la première réponse qu'il va avoir, c'est non, je ne l'ai jamais frappé, je n'ai jamais frappé ma femme, je ne suis pas violent.
alors que cette personne, elle est violente depuis le début du mariage, depuis 5 ans, depuis 10 ans, par une pression psychologique, par plein de choses que Dilek a énumérées à l'avance. Donc, l'auteur, l'agresseur, des fois, lui aussi, comme l'a dit dans un commentaire, a besoin d'un psychologue, a besoin d'un suivi psychologique parce qu'il ne se rend pas compte, il ne sait pas forcément qu'il est auteur de violence. Donc, je termine en donnant les numéros magiques, j'appelle. Donc, le 17, si vous êtes en danger, le 17, si vous ne pouvez pas parler au téléphone, le 114 par SMS. Si vous voulez en parler et pas forcément une intervention de police, si vous n'êtes pas en danger immédiat, mais par exemple, après cette conférence, si vous vous rendez compte que je suis sûr qu'il y a des personnes après cette conférence ou après certaines conférences se rendent compte en fait qu'ils sont victimes de violences. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient victimes, mais là, après nous avoir entendus, ils se disent en fait, moi, je suis victime depuis 5 ans. Je suis victime de violence de la part de mon mari qui ne m'a jamais frappé, mais là, je me rends compte que je suis victime parce que je subis cette pression, je subis ces menaces, ces injures, ces rabaissements. Donc, souvent, dans notre communauté, il y a du rabaissement. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de tabou entre nous. Donc, souvent, on met une pression vis-à-vis de la famille, des beaux-parents. Donc, il y a pas mal de choses. Donc, ça, on pourrait en parler des heures et des heures. Donc, si vous voulez parler de tout ça, le 39-19, je répète, pour avoir une écoute téléphonique, donc une écoute d'une personne professionnelle, vous faites le 39-19. Moi, j'invite tout le monde, mais tout le monde, à prendre contact avec nos psychologues. Les psychologues sont la pièce maîtresse pour les victimes des violences. C'est elles qui vont vous apporter un certain soulagement psychologique, un soutien. Donc la victime, elle a besoin de soulagement, de soutien avant le passage à l'acte pour le dépôt de plainte, etc. Donc déjà, gagner une confiance en soi. Savoir qu'une personne vous écoute, savoir qu'une personne vous guide, savoir qu'une personne vous considère. Souvent, malheureusement, encore une fois, dans la communauté, et je termine parce qu'à chaque fois je dis je termine, mais je ne termine pas, dans la communauté, les personnes qui se confient à un membre de la famille, ça peut être une sœur, ça peut être une tante, la tante ou la sœur, ça peut être une voisine, elle va vous poser des questions, alors que non, il faut simplement écouter la personne. Donc, si vous vous êtes concerné, s'il y a déjà des personnes qui sont venues vous parler des violences, écoutez-les, ne les interrompez pas, écoutez-les, ne leur dites surtout pas, mais oui, mais tu aurais peut-être dû faire ça ou tu aurais peut-être… Non, elles ne sont pas là pour entendre ça, les victimes. Elles sont là pour être écoutées. Donc, écoutez-les jusqu'au bout. Prenez en compte qu'elles sont victimes et surtout, ne leur donnez pas des conseils dans le sens « mais tu devrais faire ça, mais tu devrais faire ça, ton mari, il est bien, c'est sûr que… » Non, les victimes, elles ne sont pas là pour entendre ça. Elles sont là pour être écoutées. Donc, moi, je termine. Le 17, le 39-19 et absolument, il faut déposer plainte. Si vous ne déposez pas plainte, à un moment donné, personne ne pourra rien faire pour vous parce qu'il faut engager une procédure pénale, surtout si vous voulez vous séparer et divorcer. Donc, je termine. Merci beaucoup à Selçuk et à Dilek pour j'ai écouté avec passion. Et si Aïcha elle a d'autres questions, on est là prêt avant le iftar pour répondre aux questions. Merci à vous. Oui, effectivement, j'ai quelques questions. Donc, la première question, je ne sais pas si Ekrem, tu as répondu ou pas, parce que je sais que tu as répondu à une ou deux questions de cette personne. Donc, c'est la question, et si on a des suspicions de violence chez une des voisines, je pense qu'il faudrait signaler, bien entendu, mais comment? Quelles sont les démarches à suivre, nous, de notre côté, sachant que je pense que la police n'aimerait pas que l'on dise « je ne suis pas sûre, mais je pense ». Alors, je crois que c'était la question d'Axel, ça. Non, c'est Phyllis SN. Alors, quoi qu'il arrive, quand on est témoin, donc là, c'est des voisins, c'est ça? C'est sur des voisins? C'est ça, c'est ça. Donc, quoi qu'il arrive, il faut appeler le 17. Il faut appeler le 17. Et des fois, je le dis sans peur, ce que je dis.
des fois, n'hésitez pas à exagérer si vous n'êtes pas sûr de l'intervention de la police. Parce que la police, c'est pareil, elle va trier les interventions. Donc, moi, je ne veux pas que mes collègues passent à côté de quelque chose à cause d'un témoin qui va appeler au 17 et qui va dire « Oui, mais je ne suis pas sûr, j'ai entendu du bruit, mais je ne suis pas sûr. » Donc, il se peut que la personne au téléphone peut se dire « Bon, elle appellera quand elle sera sûre. » Et non. Et non. Ça se trouve, ça sera trop tard. Donc, n'hésitez pas, quand vous-même, dans votre fort intérieur, vous savez, on a tous un fort intérieur, on ressent les choses, ou alors on a un flair, ou alors on a une expérience, on se dit non, cette femme, ce n'est pas la première fois que j'entends des bruits, elle se fait battre, son mari est violent. Mais ce coup-ci, ce que vous avez entendu, c'était un peu plus léger qu'avant. N'hésitez pas, appelez le 17. Appelez le 17. S'il faut exagérer des choses, on ne vous reprochera jamais le fait d'avoir dit « j'ai entendu des objets se casser, j'ai entendu des cris, des hurlements, j'ai entendu la femme se faire battre ». Jamais on vous appellera pour vous dire « mais en fait, il ne s'est rien passé ». S'il ne s'est rien passé, ben, il ne s'est rien passé. Mais au moins, la police, elle sera intervenue. Moi, j'incite tout le monde, mais vraiment, et alors qu'on a besoin de trier nous-mêmes. Hein. Au 17, on a besoin de trier, mais là, on ne rigole pas avec les violences. Moi, je vous incite vraiment à appeler le 17 et s'il faut, à exagérer dans le sens où à rajouter des choses pour la sécurité de votre voisine. Et ça se trouve, voilà, vous n'avez pas tout entendu, vous étiez dans la cuisine occupée et vous êtes arrivé à un moment où vous avez entendu peu de choses. Mais ça se trouve, pendant que vous étiez dans la cuisine ou dans la salle de bain, il s'est passé des choses beaucoup plus graves. Donc, si vous pensez que votre voisin commet des violences, votre voisine est victime de violences, appelez le 17. Appelez le 17 et vous dites que dans cet appartement, il y a des violences tout le temps et que là, ça s'est aggravé. Et merci Ekrem. Donc j'ai aussi Sherazade, après avoir posé ces deux questions, elle dit merci Ekrem Arabi. Du coup, lorsque les policiers ou gendarmes arrivent sur les lieux suite à l'appel d'un témoin, que se passe-t-il? Je pense que tu as répondu à cette question. Hein. Oui, j'ai répondu. Tu vas expliquer en même temps. Je peux récapituler rapidement parce que sinon on va… Donc, les policiers arrivent sur place, ils constatent s'il y a une infraction ou non, ils prennent contact avec le mari, avec la femme. Donc, ils mettent de côté la femme pour pas qu'elle parle devant le mari. Donc, ils prennent l'identité de l'homme, de la femme. En général, dans 90% des cas, si le mari a été violent, il est interpellé. Même s'il n'y a pas de dépôt de plainte, il est interpellé. Donc, parce qu'on a des marques de blessures, des coups. Donc, il est interpellé immédiatement. Donc, il est ramené au service. Si c'était des violences verbales, etc., donc, on peut demander, et il faut que le mari accepte également, mais on met en général une petite pression au mari pour qu'il va prendre l'air pendant 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, donc pour faire tomber la tension et la pression au domicile. Donc, on invite le mari à quitter le domicile ou alors à se rendre chez un membre de la famille, chez son frère, ou prendre une chambre d'hôtel, ou alors à appeler récemment ce numéro pour voir s'ils n'ont pas un hébergement d'urgence pour accueillir la personne qui peut être violente. Merci Ekrem. Donc j'ai une question anonyme d'une personne qui me dit voilà, mon mari me fait peur avec mes enfants. Si je porte plainte, il me dit qu'il va faire récupérer mes enfants à l'État. Je pense que là, c'est le qui peut répondre. Alors, c'est une problématique qui revient souvent, ça, la menace à la garde des enfants. Et en effet, de temps en autre, ça marche, dans le sens où les victimes sont tétanisées et ont peur de franchir le pas de la plainte en croyant que dans tous les cas, le fait de déposer plainte ou le fait de soumettre le dossier d'une manière ou d'une autre à la justice pourra les amener à être séparés de leur enfant. Ce n'est absolument pas le cas. Il ne faut pas avoir peur de déposer plainte contre les auteurs des victimes de violences conjugales parce que de toute façon, quand on est auteur de ces violences et que on peut être amené théoriquement au bout de la chaîne à être condamné pénalement, c'est un élément qui, dans le dossier de divorce ou dans le dossier concernant la garde des enfants, sera défavorable à l'auteur des violences en question. Donc, de facto, faire état de ces violences à la police
pour la victime, ça peut même être un élément supplémentaire qui va lui permettre de consolider l'éventuelle garde des enfants. Donc, au contraire, ne pas agir, ne pas déposer plainte ou ne pas déposer une main courante ou ne pas faire constater ses blessures auprès d'un médecin au prétexte qu'on pourrait perdre les enfants, justement, ça a un effet inverse. Donc, il faut le faire. Il ne faut pas céder à ces chantages qui sont relativement fréquents. Alors, il y a aussi un autre type de chantage qui notamment se retrouve parmi les personnes qui vivent avec leurs beaux-parents aussi, ou les personnes qui sont en situation précaire sur le plan administratif, en gros qui n'ont pas de papier. Je tiens également à en parler parce que c'est important. Sachez que la personne en situation irrégulière, donc qui n'a pas de titre de séjour, mais qui établit qu'elle est victime de violences conjugales, peut avoir un titre de séjour sur ce fondement-là. Donc, il ne faut pas hésiter, dans un cas comme dans l'autre, à franchir le pas et à déposer plainte parce que malheureusement, quand on voit ce genre de comportement et ces genres de menaces arriver, c'est bien que la plainte pénale et l'enclenchement de la machine judiciaire est la seule solution pour mettre un terme à tout ça. Merci, Maître Demir. J'ai une autre question. Alors, je pense que ça s'adresse plus à Ekrem. Quoi faire quand notre main courante n'est pas prise au commissariat? Alors, la main courante, déjà, c'est… Qu'est-ce que c'est une main courante? Une main courante, c'est un écrit qui reste dans les registres de la police. Donc, c'est-à-dire que je vais aller au plus simple. Dans les commissariats, vous avez un registre comme ça où il y a des mains courantes. Donc, elles sont collées et elles sont informatiques. Donc, il y a deux systèmes. Donc, la main courante, en fait, ça reste un écrit. Quand vous avez besoin de déposer plainte, ces mains courantes vont servir notamment pour les avocats dans les procédures de divorce pour montrer que ces violences ou cette pression, ces menaces durent depuis des années parce qu'il y a des traces qui sont au commissariat. La personne, elle s'est déjà déplacée au commissariat pour faire ses mains courantes et ça reste des écrits qui viennent en supplément au dépôt de plainte. Maintenant, si la main courante, elle n'est pas prise pour X ou Y raison, des fois, il y a des commissariats qui sont dans le plan Vigipirate, donc il ne peut pas accueillir le public à cette période, dans une période définie, ou à ce moment-là, quand vous vous déplacez. Donc, il y a toujours cette possibilité de faire les pré-plaintes. Donc, sur votre pré-plainte, vous pouvez exposer votre résumé et dire que c'est une main courante et ça reste un écrit. Les choses que vous allez déclarer dans la pré-plainte, elles vont être imprimées et jointes au niveau de la main courante, ou alors vous pouvez signaler si c'est des violences sexuelles ou sexistes sur le numéro, sur la ligne, qui est sur servicepublic.fr. Merci Ekrem. Donc j'ai plus de questions moi de mon côté. Par contre, je voudrais rajouter quelques éléments, si vous me le permettez, hein. Si vous m'autorisez bien sûr à compléter les numéros que vous avez annoncés là. Donc moi, comme je travaille donc à la mairie de Sevran, donc on a des numéros justement qui peuvent, donc pendant ce confinement, donc on a une intervenante sociale au commissariat de Sevran, donc on peut les appeler au 06 98 94 69 66. On a aussi un autre numéro, donc c'est le délégué à la cohésion police-population, 07 85 62 54 57. Encore un autre numéro, bien sûr, ça fait beaucoup de numéros tout ça, mais c'est un sujet très, très important, donc c'est pour ça que je me permets de donner tous les numéros. CCAS, le 01 49 36 51 95. Et bien sûr, nous avons des associations aussi qui sont sur le terrain, comme l'association Rougemont Solidarité, Potentiel Cité, l'association Sunshine et notre association, donc le Centre culturel franco-turc, Aulnay, Sevran et Villepinte. Je voulais aussi, tout à l'heure, Ekrem, tu as parlé de l'aide aux victimes.
Donc, nous avons justement à Aulnay-sous-Bois donc l'association Aide aux victimes. Donc, je voudrais aussi communiquer le numéro de téléphone. C'est le 01 48 69 40 22. Je voulais juste préciser que dans ces associations, donc l'association Aide aux victimes, vous avez à disposition donc des psychologues, avocats, donc, et des personnes pour vous aider, par exemple, si vous voulez faire une aide juridique au niveau, si vous avez besoin d'un avocat. Pour les gens qui habitent en dehors d'Aulnay-sous-Bois, donc il y a aussi encore l'association donc Aide aux victimes qui se trouve à Bobigny. C'est au 01 41 60 19 60. Je sais, ça fait beaucoup de numéros, mais comme on touche énormément de personnes de différentes communes du département, donc peut-être même de régions, je me permets de vous communiquer tous ces numéros de téléphone. Donc voilà, moi je crois que j'ai fait le tour de mes numéros de téléphone. Excusez-moi, il y en a tellement. Je ne sais pas si vous voulez me compléter ou réagir par rapport à ce qui a été dit. Ça serait bien que je vais me permettre de dire 2-3 phrases en turc pour les numéros d'urgence. J'ai vu parmi les commentaires qu'il y avait des personnes qui ne parlaient pas français. Après, ces mêmes personnes vont avoir du mal, bien sûr, s'ils appellent le 17, s'ils ne savent pas parler français, donc ça va être compliqué également, même au 39-19. Mais iki dakika Türkçe konuşalım. Eğer ki aile içinde şiddete maruzsanız ve şiddet uygulanıyorsa size 17'yi arıyorsunuz. Telefon numaranızla 17. Bu yani Fransızca bilseniz de bilmeseniz de önemli değil. Çünkü bizim polis servislerinde 17 numarasını aradığınızda telefonunuzda direkt adresiniz çıkıyor. Yani adresiniz, isminiz, soy isminiz, eğer ki normal hatlı, aboneli bir telefonsa direkt isminiz, soy isminiz, adresiniz çıkıyor. Yani Fransızca konuşmanıza fazla da gerek yok. Ama tabii 2-3 cümle söylemeniz lazım. Yani danger demeniz lazım. Danger frappé. Bazı kelimeleri söylemeniz lazım. Marie frappé, Marie danger, venez vite, çabuk gelin. Bunları dediğiniz zaman sizin evinize direkt polis memurları geliyor ya da jandarma geliyor. 17. Yani bu çok önemli. Eğer ki maruzsanız şiddete, aile içi şiddete 17'yi arıyorsunuz ve polise ya da jandarmaya gelin diyorsunuz. Zaten adresiniz falan hepsi kayıtlı. Eğer ki normal aboneli bir telefondan arıyorsanız bir cümle daha ekleyeyim. Eğer ki mağdursanız kesinlikle bir psikoloğa danışın. Kesinlikle kadın derneklerine danışın. Ayşe Hanım'ın da başkanlığını yaptığı dernekler gibi. Belediyelerde genellikle her zaman bir tercüman oluyor. Tercüman eşliğinde bir derneğe danışın. Sakın ama sakın bu şiddetlere izin vermeyin ve şiddetlere maruz kalmayın. Yani size sabırlar diliyorum. Çok zor. Hele dil bilmediğiniz zaman, Fransızca bilmediğiniz zaman çok zor. Ama şu anda Fransa'da buna müsaade etmiyorlar. Yani bunu bilin. Kolay Hanım. Ben de birkaç cümle söylemek istiyorum Türkçe. Bu zamanında 114 numaraya da bir mesaj göndermeniz, yani danger diye mesaj göndermeniz de yeterlidir. Yanılmıyorsam Ekrem Bey, değil mi? Yani danger yeter. Danger venez yazsınlar. Yani gelin. Gelin danger. Hiçbir konuşmanıza gerek yok. Bir mesaj yazmanız yeterlidir. Bir numara daha vereceğim. Bu çocuklar için, şiddet gören çocuklar için 119'u kullanabilirsiniz. 114 hem çocuklar için, normalde bu 114 numara engelli yani insanlar için geçerlidir. Fakat bu zamanda da herkes için geçerli bu numara. Şunu demek istiyorum, az önce Ekrem Bey'in dediği gibi biz dernekler tabii ki konferansımızı neden Fransızca yapmaya karar verdik? Çünkü birçok insanın faydalanmasını istediğimiz için Fransızca'ya karar verdik. Ekstra da hani sizlerin sorularınız varsa Türkçe olarak veya başvurmak istediğiniz yerler veya bilmiyorsanız bize ulaşabilirsiniz. Benim telefon numaram zaten herkes görmüştür. 06 66 70 02 70.
Bu numaradan arayıp bilgi alabilirsiniz. Biz sizleri yönlendirebiliyoruz. Farklı bölgelerde kadın dernekleri var veya başka dernekler de var yani bu konularla ilgilenen. Biz onlara size yönlendirebiliriz o tarafa. Sakın sakın şiddet, ben görüyorum işte ben dil bilmiyorum, ben bir şey yapamam, bana yardım etmezler. Kusura bakmayın, biraz da heyecanlandım yani bu konu ciddi bir konu olduğu için. Yani sakın sakın korkmayın değerli dinleyicilerimiz. Biz buradayız, sizler için varız. Elimizden ne gelirse yapmaya da hazırız sizler için. Biliyorsunuz bu sayı daha önceden vardı zaten, şiddet gören sayısı. Bu sadece kadınlara yönelik değildir. Yani erkeklerimizden de şiddet görenler var. Çocuklarımız aşırı derecede çoğaldı. O yüzden bunları komşu olarak, dernek olarak, yani arkadaş olarak sakın sakın bunları görüyorsak görmemezlikten yapmayalım arkadaşlar. Ben bir örnek, bundan nerede bir ay olmadı. Benim yakınımda bir komşu çocuğunun ödevini yapmadı diyerek öldüreseye kadar da öldü. Beyin ölümü gerçekleşti ve sonradan da çocuk öldü. Yani gerçekten bu konulara çok çok dikkat etmemiz lazım. Biliyorum ki hiç kolay değil yani bu evde kaldığınız zaman çalışmıyorsunuz, faaliyetler yok. Yani kendinizi ne bileyim barları olsun, kahveleri olsun, yani restoranlara atamadığınız için ister istemez siz de stres içine giriyorsunuz. Fakat bu stresinizi, bu sinirinizi bir şekilde kendiniz kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani sakın sakın çocuklarınıza yönelik yani bu siniri kullanmayın, eşinize yönelik bu siniri kullanmayın. Çünkü gördüğünüz gibi bunun bedeli çok çok ağır olabilir ki bu örnek var. Yani 6 yaşındaki bir çocuk canını kaybetti yakın bir zamanda. O yüzden sizlerin hepsinize bu konuda hani daha duyarlı olmanızı istiyorum ve daha dikkatli. Hepinize çok çok teşekkür ederiz. Siz değerli konuşmacılarımız, profesyonellerimize, sizlere çok çok teşekkür ederiz gerçekten. Bir şey Ayşe Hanım, kusura bakmayın, hemen kısa ve öz Türkçe söylemek istiyorum. Çünkü bana gelen çoğu danışanım genelde avukatlar tarafından gönderiliyor. Çünkü kendi başlarına gelmemelerinin sebebi de biz deli miyiz? Yani biz geliyorsak demek ki deliyiz veya işte deli olduğumuz için çocuklarımızı da bize vermezler. Hani sonradan aklıma geldi Selçuk Bey anlatınca. Maalesef tam tersine ben sizin bir dilekçeyle tam tersine deli olmadığınızı, çok akıllı olduğunuzu ve şiddete maruz kaldığınızı bir atestasyona, bir dilekçeyle yazıp elinize de sunabilirim. Yani tam tersine sizin gelip delilerle ben konuşamıyorum maalesef. Akıllı insanlarla konuşuyorum. Kendinin ve yaşadıklarının farkında olan insanlarla konuşabiliyorum. Zaten bana gelen insanlar artık bir yerde bir şeylerin normal gitmediğini ve yardıma ihtiyaç duyduklarını, yani birinin onların anlamaları gerektiğini hissettiği için geliyor. O yüzden lütfen çekinmeyin. Aksine akıllı insanlar gelir, sorgular, düşünür, merak eder ve anlamaya çalışır. O yüzden ben sizi yargılamıyorum, ben sizi eleştirmiyorum. Tam tersine geldiğiniz zaman sizi anlayıp derdinize ortak oluyorum ve daha çok sizin prosedürleriniz için, yapacağınız işlemleriniz için yardımda bulunabiliyorum. O yüzden hani bunu Türkçe söylemek istedim çünkü bizim toplumda psikoloğa giden delidir damgası yiyor ama tam tersine bana akıllılar geliyor. O yüzden cesaretinizi toplayıp gelmekten çekinmeyin. Peki, teşekkür ederim. Uzatmak istemiyorum. Dilek Hanım, size nasıl ulaşabiliriz? Telefon numaranızı bizlere tabii ki dinleyicilerimize verebilir misiniz? 06 98 55 14 pardon 19 84, ben de heyecanlıyım ama şöyle bir şey var, hani sıkıntı değil, ismimi Google'den yazdıkları zaman internet çalıştığım Doktorlib sitesi olsun, adresim, bilgilerim, şu da bir gerçek, artık o kadar iletişim kolay ki insanlar Facebook'tan bile yazabiliyor, işte WhatsApp'tan yazabiliyor, yani her türlü ulaşabiliyor ve bugün hepimiz bu konuda anlayışlıyız çünkü yardıma ihtiyacı olan nereden ulaşabiliyorsak kucak açıyoruz. O yüzden hiçbir şekilde sıkıntı değil. Bana istedikleri gibi ulaşabilirler. Teşekkür ederim Dilek Hanım. Selçuk Bey, size nasıl ulaşabiliriz? Telefon numarası Avukat Bey. Yani telefon numaram zaten mevcut. İnternetten bulunabiliyor. 06 19 11 12 28. Facebook sayfamdan da ulaşabilirsiniz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Çok yararlı bir konferans olduğunu düşünüyorum.
Umarım ileriki haftalarda, ileriki zamanlarda değişik konularda da hep beraber fikir alışverişinde bulunuruz. Ayşe Hanım, özellikle size ben teşekkür etmek istiyorum. Öncülük yaptınız. Bu konularda duyarlı bir insansınız ve onlarca, yüzlerce insana yardımcı oluyorsunuz her gün. Bu açıdan şahsım adına ve bütün sizi sevenler adına, ki bunlar çok fazla sayıda olan insanlar, teşekkür etmek istiyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Malumunuz az kaldı. Umarım başka zamanlarda değişik konularda veya bu konularda görüşürüz. Çok teşekkür ederim Selçuk Bey. Sizler de bizler için çok değerlisiniz. Özellikle benim için hepiniz çok çok değerlisiniz. Ekrem Bey, siz telefon numarası vermek ister misiniz bilmiyorum, veya size nasıl ulaşabilir? Çünkü şöyle bir şey var. Hani dinleyicimiz daha çok Fransızca olduğu için bence bilmeyen arkadaşlar vardı aramızda ve size yani özelden yazabilirler mi? Messenger'den olsun, nasıl yani siz nasıl uygun görürseniz. Ya bana ulaşanlar ulaşıyor zaten. En kolay bana ulaşıyorlar galiba. Peki ulaşamayanlar nasıl yapsın? Ee, Ben bir şey verebilir misiniz? Messenger veya herhangi bir, mümkün mü acaba? Şu anki Facebook sayfası ismime değil. Numaramı vereyim, önemli değil. Numaram her yerde mevcut zaten. 0664 87 86 20. 20 seneden beri aynı numara. 0664 87 86 20. Teşekkür ederim Ekrem Bey. Hepinize çok çok teşekkür ederim katılımınızdan dolayı. Herkese iyi iftarlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet ediyorum sizlere. Ve evde kalmaya devam edin. Donc, je voulais remercier donc tous nos intervenants, donc notre psychologue, Madame Dilek Yaman, notre policier, donc Monsieur Ekrem Albayrak, notre cher maître Selçuk Demir. Je vous remercie énormément de votre intervention et de votre intérêt sur le sujet qui m'est aussi très très important. Donc je voulais vous remercier tout le monde et je vous dis tous de bien rester tous chez vous, restez chez vous et faites attention à vous. Je vous dis bon appétit à tous et à la prochaine. Au revoir et bonne soirée. Au revoir. Au revoir.